projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous faisons le point sur la situation des réfugiés somaliens et avec notre invité, nous regardons du côté des défis urbains de l'Afrique. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Architecte urbaniste, cette jeune Marocaine s'est impliquée très tôt dans les thématiques des solutions innovantes pour des villes plus inclusives et durables en Afrique. Elle a justement participé cette année à une résidence de 20 professionnels et d'étudiants marocains organisée par l'incubateur JMA, Je m'engage pour l'Afrique. Le but, dessiner ce futur proche. Rajae Jesus est notre invité du jour. On s'est intéressé à 4 thématiques, c'est-à-dire à la mobilité, à la gouvernance, à l'emploi et également au tourisme. Un nouveau scandale humanitaire après l'Éthiopie, c'est au tour de la Somalie d'être mise en cause pour des malversations dans les camps des réfugiés. Il n'y a rien à manger ici et nous avons faim. Depuis le matin jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas mangé. Le waché, un riz cantonné africain, se hisse au rang des plats qui comptent au Togo et c'est grâce à la coopérative des femmes vaillantes qui a compris comment fournir un riz de meilleure qualité. Cette activité a permis aux membres de la coopérative d'améliorer leurs revenus et de ne plus sentir la pauvreté. Que se passe-t-il exactement dans les camps de réfugiés somaliens? Il y a un mois, l'Union européenne a annoncé suspendre son aide au pays en raison d'allégations de malversation. Concrètement, les enquêteurs des Nations Unies ont découvert que les fonds destinés aux réfugiés les plus vulnérables étaient détournés par des propriétaires terriens, des autorités locales, des membres des forces de sécurité et même des travailleurs humanitaires. 80% de l'aide européenne était prépayée et a donc été déjà versée. Notre correspondant en Somalie, Abdulkadir Foudeh, fait le point sur la situation des réfugiés qui se seraient bien passés de ce scandale. Regardez. En raison de la sécheresse qui frappe la Somalie, de nombreux réfugiés vivant dans les camps de personnes déplacées près de Mogadiscio luttent pour leur survie. L'aide humanitaire se faisant rare, des familles établies de longue date ont créé de petites entreprises pour faire face à la crise. Elles ne s'attendent pas à gagner beaucoup d'argent, mais pour tous ceux qui sont confrontés à des conditions difficiles et à une assistance limitée, même 2 $ par jour peuvent faire la différence. Gérer une entreprise dans une économie aussi affaiblie est loin d'être facile. Les clients se font rares et parfois, il n'y a pas de vente du tout. Il faut beaucoup de persévérance et de patience pour continuer. J'ai 7 enfants et comme nous n'avons rien d'autre, nous nous débrouillons pour gagner notre vie avec ça. Nous avons fui la sécheresse dans le district de Kourntounoiré et nous avons besoin d'une aide urgente parce que cela ne suffit pas pour faire vivre 7 enfants. Alors nous demandons à nos frères de nous aider. Abdul, qui est devenu le principal soutien financier de la famille après s'être séparé de son mari, parvient désormais à cuisiner quelque chose pour ses enfants à la fin de la journée. Pour elle, nourrir la famille est d'une importance capitale. Elle entreprend une tâche qui représente un défi pour beaucoup d'autres personnes dans le même camp. Alors que de nouvelles familles arrivent dans le camp dans l'espoir de trouver eau et nourriture, la crise de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique continue de s'aggraver. Pire, les familles sont maintenant confrontées à un risque de pénurie d'aide. L'Union européenne a interrompu son aide humanitaire après qu'un rapport des Nations Unies a révélé la corruption et la mauvaise gestion des fonds destinés aux victimes de la sécheresse. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, UN-OCHA, a indiqué en août que le nombre de personnes touchées par cette grave sécheresse était passé de 7,8 millions en janvier à 8,3 millions en mars 2023. Il n'y a rien à manger ici et nous avons faim. Depuis le matin jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas mangé. C'est notre situation. Nous avons besoin d'aide et d'une aide urgente. Nous ne comptons que sur l'eau. Nous sommes ici depuis 7 jours. J'ai fui la sécheresse avec mes 10 enfants. Pas d'eau, pas de nourriture et nous sommes également malades. Nous ne pouvons pas obtenir de médicaments ici et nous n'avons pas non plus d'abri. Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes.
Alors aidez-nous. Les responsables du camp qui supervisent la distribution des ressources et assistent les nouveaux arrivants pour leur installation préviennent que la situation va encore se détériorer si aucune aide supplémentaire n'arrive. Aucune organisation n'a aidé ces personnes. Nous demandons à nos frères musulmans et aux agences humanitaires de les aider. Ils n'ont pas d'abri, pas de nourriture, pas d'eau et pas de soins de santé pour les malades. Ces camps situés à la périphérie de la capitale sont hébergés par des propriétaires privés qui accueillent ces réfugiés fuyant la sécheresse. Ils reçoivent généralement l'aide des Nations Unies et des agences humanitaires arabes. Les autorités comptent sur l'aide de ces organisations et des hommes d'affaires locaux. Les responsables de l'agence somalienne de gestion des catastrophes affirment que le gouvernement s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les personnes dans le besoin. Le gouvernement somalien contribue généralement en fonction de ses capacités à aider ces personnes. C'est un peu le cas en raison des difficultés économiques du pays, mais nous les aidons dans la mesure de nos moyens. Cette aide humanitaire limitée a eu un effet considérable. Comme vous le savez, les prix des denrées alimentaires ont augmenté dans le monde entier en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et cerise sur le gâteau, des inondations ont frappé la Somalie pendant la saison des récoltes. Face à l'insuffisance de l'aide humanitaire et aux conditions économiques qui empêchent le gouvernement somalien de fournir l'assistance nécessaire, les espoirs de personnes comme Abdul se limitent pour le moment à gagner $2 par jour pour apporter de la joie à leurs enfants. C'est le moment de retrouver l'architecte et urbaniste marocaine Rajae Jesus. Elle a été l'une des participantes à une résidence organisée cette année en France par l'incubateur de politique publique dédié aux relations africaines. Je m'engage pour l'Afrique. Au bout de 3 mois de réflexion sur le thème de l'attractivité des villes africaines, particulièrement secondaires, la vingtaine de participants a partagé ses recommandations dans un ouvrage, Nouvelle Voie. Rajae Jesus a raconté son expérience à Laurence Soustras et Thierry Schiller. Rajae Jesus, bonjour. Bonjour à vous. Vous sortez de 3 mois de résidence cet été avec une vingtaine de jeunes professionnels et étudiants africains et français. Racontez-nous. Donc, ZEMA, Je m'engage pour l'Afrique, c'est d'abord un incubateur de politique publique. Et en fait, ils ont organisé une résidence. Donc, on avait suivi des formations en ligne, on avait débattu et échangé sur une thématique clé, qui est l'attractivité des villes secondaires en Afrique. Et donc, on s'est intéressé à 4 thématiques, c'est-à-dire à la mobilité, à la gouvernance, à l'emploi et également au tourisme. Et donc, on était répartis en 4 groupes, justement, pour travailler sur ces thématiques-là. Et moi, de mon côté, je m'étais intéressée à la question de la gouvernance des villes en Afrique. Qu'avez-vous tiré de cette expérience? Il s'agissait donc d'encourager la participation citoyenne des jeunes et renforcer leur influence auprès des décideurs publics et privés. C'est pas facile. Est-ce que le programme a tenu ses promesses? L'expérience a été vraiment très enrichissante. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes de différents horizons, de différents pays en Afrique, mais aussi qui sont basés ici en France. Et donc, on a beaucoup appris l'un de l'autre et on a aussi tissé des liens qui vont pouvoir nous rapprocher là actuellement, mais aussi sur le plan professionnel et dans le futur. Donc, en fait, dans le cas de la ville de Bingiri, on s'est particulièrement penché à la thématique de la gouvernance. Et du coup, notre initiative consistait à mettre en place un nouvel outil de gouvernance qui sera innovant et inclusif, et aussi en alignement avec la vision de développement de la ville en soi. Et donc, on l'a pensé à travers 2 moyens. D'abord, à travers la création d'un comité de développement local qui aura lieu dans un espace physique, et également à travers la mise en place d'une plateforme numérique qui sera collaborative, accessible et aussi simple d'utilisation, et qui va permettre de faciliter les interactions entre les citoyens, les services publics et également les entreprises. Donc, nous croyons en ce projet-là et nous croyons au potentiel de cette plateforme à créer une dynamique de changement qui sera positive et durable, et surtout à travers l'amélioration de la vitesse
des interactions et des échanges et à travers l'amélioration de l'accessibilité vers les données qui sont importantes, c'est-à-dire à partager entre tous les acteurs de la ville et les citoyens en soi. Et je tiens aussi à préciser que ce qui distingue notre initiative, c'est qu'elle va se produire d'abord dans un espace physique et va évoluer progressivement vers une plateforme numérique pour faciliter la continuité des échanges et des collaborations. Et concrètement, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de quel type de problème pourrait être détecté par cette plateforme sur le thème de la gouvernance? Donc, justement, par exemple, un point que nous avons identifié au niveau de la ville de Bingiri, c'est en fait, on a des fois un manque de collaboration entre les différents acteurs d'une ville, mais aussi un manque de communication par rapport aux jeunes. Donc, dans la ville de Bingiri, en fait, c'est une ville qui compte 100 000 habitants et qui connaît aussi énormément de projets de développement. Mais on a remarqué que la population locale ne bénéficie pas entièrement des retombées de ces projets-là. Donc, en fait, cette plateforme va pouvoir donner accès aux jeunes, par exemple, l'opportunité de trouver de nouvelles opportunités, de pouvoir collaborer avec les entreprises locales, avec les acteurs, avec les services publics, etc. Donc, le but, c'est de créer des synergies entre ces différents acteurs, pouvoir trouver des solutions au chômage, par rapport aux questions de développement durable, par rapport à la question des mobilités sur place, etc. Donc, c'est une vision qui est assez transversale et à travers la plateforme, on va essayer de réunir tous les acteurs pour pouvoir en fait penser à un développement qui sera inclusif et aussi avec une perspective, comme j'ai dit, qui est transversale et globale. Vous êtes aussi impliqué dans le réseau d'innovation pour l'Afrique afin de promouvoir des solutions innovantes pour des villes plus inclusives et durables en Afrique. Quels sont les grands obstacles que doivent surmonter les villes africaines? Un des premiers obstacles qu'on vit actuellement et qu'on va vivre dans les prochaines 30 années, c'est surtout le défi de l'urbanisation. Donc très bientôt, les villes africaines vont afficher un nombre qui va doubler, voire tripler dans les 30 prochaines années. Donc, c'est un défi qui nous met en fait devant la réalité de devoir loger un grand nombre d'habitants, de pouvoir trouver des solutions par rapport à une mobilité qui sera aussi smart et douce, qui va répondre aux besoins actuels, mais aussi aux besoins futurs des habitants. Donc, c'est surtout cette question-là, pour moi, qui représente le plus grand défi. Bien sûr, avec tout ce qui est en lien avec la dimension sociale, c'est-à-dire préparer l'infrastructure sociale, mais aussi environnementale, qui va pouvoir accueillir tous ces habitants-là. Mais en fait, devant ce défi-là, il y a une autre question que l'on a essayé d'ailleurs de traiter durant la résidence, c'est en fait de développer les villes intermédiaires en Afrique ou les villes secondaires. Donc, on a déjà plusieurs villes, comme on a traité durant la résidence, on a traité 3 villes africaines, notamment la ville de Bingiri. Et donc, c'est de pouvoir développer ces villes intermédiaires pour qu'on puisse en fait, réduire la pression vers les grandes villes et les métropoles, et aussi réduire en fait c'est-à-dire l'immigration vers ces villes. Donc, on va essayer de développer des villes secondaires qui vont pouvoir essayer d'apporter toutes les opportunités, tous les services et infrastructures, et qui vont être au milieu du rural et au milieu de l'urbain.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous emmène maintenant à Agné, à 200 km au nord de Lomé, au Togo. C'est ici que la coopérative des femmes vaillantes s'est lancée dans le pari d'apporter aux consommateurs en riz long grain de meilleure qualité pour cuisiner en waché savoureux. Ce petit déjeuner ouest-africain à base de riz étuvé et d'haricots est très populaire, mais nécessite un riz sans brisure. Grâce à un équipement amélioré et à une technique agricole de repiquage apportée par un programme de la CEDEAO, ces femmes ont réussi à répondre aux défis et à améliorer leurs revenus. Regardez. Petit déjeuner dont on raffole en Afrique de l'Ouest, le waché est aussi très apprécié au Togo. Du riz, un peu de haricots, le reste de la recette de ce riz cantonais africain est un secret bien gardé. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'est pas fait avec n'importe quel riz, mais du riz étuvé qui fait toute la différence et confère l'arôme et la saveur tant appréciés au waché. Agné, 200 km au nord de Lomé au Togo. Ici, les hangars de fortune ne désemplissent pas de la matinée. Tout le monde a droit à son plat de waché. Mais certains ont des réserves quant à sa qualité, parce qu'on y retrouve parfois quelques morceaux de cailloux ou un peu de sable. Les consommateurs les plus exigeants veulent donc un riz long grain de meilleure qualité. Ebiro Kadokali et son groupe de femmes vaillantes ici à Agné travaillent depuis 7 ans à satisfaire cette clientèle exigeante. Avec le riz que nous transformons à Agné ici, vous avez la même saveur et le même arôme si vous voulez manger du vrai waché. La différence, c'est que nous utilisons une étuveuse avec laquelle nous avons un riz sans brisure et un riz très propre. L'étuveuse, la voici. Une sorte de passoire métallique géante que l'on pose sur une marmite au feu contenant de l'eau et qui produit de la vapeur permettant d'étuver le riz, c'est-à-dire de le traiter à chaleur douce. Avant, quand on n'avait pas l'étuveuse, on mettait directement le riz non décortiqué dans la marmite. Ce qui nous faisait perdre plus de 3 kg sur 100 kg. Mais quand on a eu l'étuveuse, nous avons 0% de perte sur 100 kg et nous avons aussi un gain en temps. La technologie de l'étuveuse, les femmes vaillantes d'Agné l'ont apprise à travers le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le PPAO nous a formés sur comment utiliser une étuveuse. Après quoi, ils nous ont donné un kit composé d'une marmite et d'une étuveuse, ce qui a changé du coup nos habitudes. Avec ce dispositif, Ebiro et sa coopérative de femmes vaillantes d'Agné changent de cap, deviennent plus compétitives et ont accès à une clientèle plus large. Et parmi ceux qui ont tout de suite adopté ce riz étuvé, il y a la sœur Georgette, membre d'une congrégation de la localité. Tu ajoutes un peu d'oignon, un peu d'huile, c'est super. Le waché s'invite donc à toutes les occasions. Sœur Georgette attend des convives en fin de journée, mais elle sera à court de stock. Vous tombez bien, hein? Donc je vais prendre ça. Le marché pour l'écoulement du riz étuvé existe bel et bien. La demande des consommateurs reste forte selon les productrices. Mais où trouver le stock de riz nécessaire pour satisfaire cette demande? Avec leurs méthodes traditionnelles, les fermiers n'ont pas toujours le rendement souhaité. Les femmes vaillantes d'Agné, quant à elles, ne jurent désormais que par la technique du repiquage. Avant, on faisait semis par poquet, semis à la volée, et c'est à peine que tu peux trouver 2 tonnes à l'hectare. Mais aujourd'hui, avec le repiquage, on va jusqu'à 6 à 7 tonnes par hectare, ce qui nous a permis d'augmenter aussi nos revenus. Donc cette technique, je l'ai apprise au cours d'une formation que PPAO m'a permis de suivre au Mali. Une technique dont les femmes vaillantes se font le porte-voix auprès des fermiers, un retour sur investissement garanti, elles le ressentent dans leurs revenus. Cette activité a permis aux membres de la coopérative d'améliorer leurs revenus et de ne plus sentir la pauvreté. Personnellement, je suis veuve. À partir de cette activité, je subviens aux besoins de toute ma famille et mes enfants aussi
vont à l'école à base de cette activité. Ebiro et ses camarades voient désormais les choses en plus grand. Notre ambition, c'est d'avoir un centre d'étuvage en bonne et due forme si les moyens nous le permettent. Comme cela, nous allons augmenter la quantité de transformation pour satisfaire les demandes. Et nous retrouvons notre invitée Rajae Jesus pour la seconde partie de son interview. Elle y évoque plus particulièrement les défis de reconstruction dans son pays natal, le Maroc, à la suite du séisme du 8 septembre dernier. Regardez. Rajae Jesus, vous êtes marocaine, architecte et vous êtes devenue urbaniste. Comment vous est venu cet intérêt professionnel? En fait, d'abord, j'ai toujours voulu être architecte. Donc, je me suis toujours projetée en tant qu'architecte à penser, c'est-à-dire la conception des bâtiments, de réfléchir aux besoins des citoyens. Mais dans un premier temps, c'était de le penser à une échelle architecturale, à une échelle qui est bien limitée. Donc, au cours de mes études, je me suis intéressée de plus en plus, c'est-à-dire aux questions du développement des villes, à la question de la sociologie urbaine, etc. Et en fait, ça a un peu ouvert mes yeux sur des problématiques qui sont beaucoup plus grandes. Et j'ai senti qu'en fait, j'aurais un plus grand impact en m'intéressant à l'échelle urbaine et en réfléchissant à des questions à la fois sociales, environnementales, économiques. Donc c'est venu vraiment naturellement et j'ai senti qu'en travaillant sur l'échelle urbaine, mais aussi territoriale, je vais pouvoir évoluer encore plus, m'intéresser à des questions qui me dépassent et pouvoir débattre sur la scène actuelle et aussi future des villes, que ce soit des villes au Maroc, mais aussi je m'intéresse aussi aux villes africaines en général. Votre pays a été récemment frappé par un tremblement de terre et à chacune de ces catastrophes se pose la question de la solidité des structures d'habitation. Est-ce que vous anticipez que ce sera également le point de départ d'une réflexion à ce sujet au Maroc? C'est déjà le cas. Donc, en fait, on a eu pas mal de débats qui se sont déclenchés juste après le séisme et aussi avec l'appel pour expertise de tous les architectes du Maroc qui se sont portés volontaires pour aider et participer à ce débat-là. Donc, on a eu aussi l'intervention pas uniquement d'architectes, mais aussi d'ingénieurs et aussi de spécialistes de construction antisismique et aussi des spécialistes de la construction en terre. Donc, juste pour préciser, les constructions qui ont été affectées par le séisme, c'était des logements qui étaient construits en terre et qui sont pour la plupart basés, c'est-à-dire dans le monde rural. Donc, je tiens aussi à préciser une question, c'est que ce qui importe dans la solidité en fait de structure, c'est pas vraiment le matériau en soi, mais ce sont surtout les procédés de construction. Donc, pour le cas de la construction en terre, donc c'est un matériau qui est déjà solide et qui présente énormément de qualités à la fois techniques et d'isolation thermique et qui est aussi très adapté à la région qui a été touchée par le séisme. Mais là encore, actuellement, on est en train d'essayer de faire évoluer ce procédé de construction en terre pour qu'il soit aussi adapté et résistant dans un cas de séisme ou quelle que soit la catastrophe qui peut survenir. Donc, le débat actuellement, il se focalise surtout sur les procédés de construction en terre. Là, actuellement, on est surtout à l'étape, c'est-à-dire dans le diagnostic et dans l'état des lieux pour voir un peu l'état des constructions actuelles et aussi pour pouvoir
pour pouvoir apporter des solutions qui seront adaptées au mode de vie local et aux populations. Et ensuite, on va passer bien sûr à l'étape de conception, de réflexion. Il y a aussi actuellement la mise en place ou l'élaboration d'un prototype de village type qui est en cours de réalisation avec les architectes qui sont sur place et aussi avec des ingénieurs. L'impact du changement climatique, c'est aussi un enjeu majeur. Comment l'architecture peut aider la population africaine à s'adapter ? Les matériaux, mais aussi les modes de construction, l'architecture, mais aussi l'urbanisme participe, c'est-à-dire énormément peut participer dans cette transition. Là, actuellement, les villes, c'est les laboratoires, on va dire, d'expérimentation vers un mode de vie qui sera plus écolo par rapport aux espaces verts qui réduisent également le ressenti de la chaleur par rapport à l'effet de serre également. Donc, que ce soit l'architecture, mais aussi l'urbanisme, c'est des domaines qui seront clés dans le développement, dans la transition écologique et dans la réponse face au changement climatique. Que peut l'architecture et l'urbanisme pour aider le continent à surmonter une crise économique et sociale qui pousse de nombreuses personnes vers l'immigration ? Repenser la ville, est-ce une promesse de solution en termes de mobilité, de tourisme, de gouvernance, d'emploi ? En fait, ce qui est intéressant dans la question des villes, c'est surtout leur complexité. Et aussi le fait que en fait, chaque dimension ou chaque thématique est en lien direct avec les autres. Si on prend par exemple la question de la gouvernance, eh bien, ça concerne et la mobilité, et l'habitat, et d'autres thématiques. Et en fait, cette complexité fait que pour vraiment penser à des villes, réfléchir à des villes durables futures, il faut vraiment penser à toutes ces thématiques, mais d'une manière globale. C'est-à-dire, si je pense actuellement à la mobilité, eh bien, la mobilité, les questions liées à la mobilité touchent aussi à l'habitat, à l'emploi. Donc, il est important d'avoir cette vision globale à chaque moment de nos réflexions et aussi faire participer un maximum de professionnels, que ce soit des économistes, des sociologues, des urbanistes, des architectes également. Donc, ces questions-là, elles nous touchent tous et aussi les citoyens. En fait, c'est une question c'est un levier fondamental dans la création de villes durables. C'est les citoyens. Les citoyens ont aussi leur mot à dire parce que c'est pour eux qu'on conçoit des bâtiments, c'est pour eux qu'on conçoit les villes actuelles. C'est surtout également le développement, comme j'ai précisé, le développement des villes secondaires qui peuvent apporter ces solutions-là. Je pense que ce sera la promesse des villes futures en Afrique, c'est en fait les villes secondaires. Donc, peu importe où on est basé en Afrique, on doit avoir accès aux opportunités d'emploi, à une mobilité qui soit à la fois douce et puis bien sûr accessible à tous les services sociaux. Donc voilà, on doit réfléchir tous ensemble en tant que jeunes, en tant que citoyens. Je pense que c'est un débat qui nous concerne tous. Hadja Essous, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Rajae Essous ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.